Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Et ça y est, on va commencer enfin à parler de mes dernières lectures qui rentrent dans les différents challenges. Pour celle-ci, uniquement pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vous mettrai ma pile à lire juste là. Voilà, il fallait que je vous écoule mes dernières lectures de l'été. Maintenant, ça y est, on est en automne, on lit des trucs un peu spooky, des trucs un peu effrayants. Bon, beaucoup de fantaisie et de choses comme ça, comme d'habitude, mais avec quand même un petit peu plus de sorcières, un petit peu plus de magie. Et c'est hyper chouette, donc je suis absolument ravie de vous présenter tout ça et je vous propose qu'on commence tout de suite. Bon, je vous dis ça, mais les 3 premiers livres que je vous présente n'étaient pas dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais auraient pu être si je les avais lus un petit peu plus tard. C'est encore la fin de mes lectures d'été et le premier étant le 3e et dernier tome de Fils des Brumes, donc le héros des siècles de Brandon Sanderson, qui est une énorme brique qui, alors je dis le 3e et dernier tome de la trilogie, quand on regarde sur la 4e du livre, il parle des tomes 4 à 6, qui à mon sens sont plutôt sur une série dérivée. Alors après je pense que ça dépend comment on classe la chose. Moi je me suis dit que j'avais fini Fils des Brumes et que le reste c'était une autre trilogie. Mais c'est pour me rassurer et me dire que je n'ai pas encore 15 milliards de séries en cours. Après, vous comptez comme vous le souhaitez. Sur Booknode, il compte en trilogie également, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc, Fils des Brumes, c'est de la fantasy. Comme Brandon Sanderson, c'est extrêmement bien à faire. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les systèmes de magie. Ça repose sur les métaux et tout l'univers est un petit peu régi par ça. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est une série qui est également pleine de surprises, de rebondissements, avec vraiment un zoom arrière qui est fait perpétuellement sur les enjeux et l'univers, et on se rend compte au fur et à mesure de la vastitude, je sais pas si ça se dit, en tout cas de l'ampleur de tout ça, et c'est juste absolument génial, mais dans le sens où l'auteur est un véritable génie, et que lire ça c'est vraiment s'en rendre compte, et c'est extrêmement satisfaisant. Et ce 3e et dernier tome n'a pas fait exception à la règle et n'a pas du tout démonté l'extrêmement bonne opinion que j'avais de cette série. Alors ce qui était très appréciable, c'est qu'on commençait déjà par un résumé des 2 premiers tomes, ce qui, vu que ma lecture du 2e tome date d'au moins 2 ou 3 ans, était extrêmement apprécié pour ma part. Ça permettait extrêmement bien de se remettre dans les enjeux, les tenants aboutissants, etc. Il y avait encore quelques petites choses qui restaient dans l'ombre, mais qu'on raccrochait très bien au fur et à mesure du récit, ça posait pas du tout problème. J'y ai retrouvé avec énormément de plaisir les personnages, l'univers, l'écriture de Brandon Sanderson. C'était vraiment très chouette. Il gère toujours très bien les batailles et le style un peu cinématographique du truc fait qu'on n'est pas trop perdu, même si parfois ça peut être un peu brouillon, ça se gère plutôt bien. Ça parle de pouvoir et de guerre et de lutte de pouvoir et de politique de guerre aussi, mais ça en parle extrêmement bien. Ça parle aussi de deuil, de santé mentale, de comment on gère tout ça, et c'est pareil, je trouvais que c'était extrêmement bien amené, que ça changeait un petit peu de cette fantaisie assez guerrière finalement, assez politique, avec un côté un peu plus psychologique, et il gère également extrêmement bien la psychologie des personnages. Globalement, si vous vous attendiez à autre chose qu'une éloge incroyable de ce livre, je suis navrée, ça va être à peu près ça tout le long, mais c'était vraiment extrêmement intéressant en termes de société, en termes de religion, en termes de politique, en termes de comment gérer en tout cas une société qui change et qui évolue, et comment intégrer tous ces aspects et faire de la politique en essayant de concilier la chèvre et le chou et de garder son intégrité et de pas être un tyran, et enfin vraiment plein de questions absolument passionnantes qui étaient trop chouette à suivre, et encore plus avec ces personnages qui sont vraiment incroyables, qu'on voit évoluer, qui sont hyper entiers, qui sont pas manichéens, qui font des conneries, qui font des erreurs et qui, voilà, essayent de gérer un petit peu tout ça au quotidien. Enfin franchement, c'était extrêmement bien géré. Alors encore une fois, c'est une grosse brique, je l'ai pas lu d'un seul tenant, j'ai fait des petites pauses parce que c'est assez dense, il y a des moments où j'étais pas 100% dedans et je trouvais ça dommage, mais à chaque fois d'y retourner c'était un plaisir et je l'ai vraiment savouré, et j'ai apprécié finalement de prendre le temps de le lire et le temps de me plonger dedans et de le faire à un rythme qui était juste bien pour ce moment-là. Il y a quand même des petits trigger warnings sur la torture, si c'est des choses qui vous trigger, faites attention parce qu'il y a des scènes qui sont un petit peu dures, je trouve. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'on ne tue pas que les personnages gentils qui en plus sont quand même pas toujours extrêmement
positif parce qu'encore une fois ils font des erreurs etc. On suit aussi des personnages plus gris, voire beaucoup plus sombres, et c'était encore une fois extrêmement intéressant. L'univers, la mythologie développée est absolument formidable. Moi c'est vraiment le genre de mythologie que j'adore, qui me font adorer la fantasy quand c'est construit comme ça, quand c'est mis en scène comme ça, et qu'en plus on la développe au fur et à mesure des livres et on se rend compte de tout ça au fur et à mesure des livres. Franchement c'est ma façon préférée de lire de la fantasy, je pense. La fin était juste incroyable, formidable. J'ai pleuré, on peut le dire vraiment, hein, un peu chialé à la fin de ce livre parce que c'était vraiment extrêmement triste mais extrêmement beau et extrêmement bien fait et juste comme il fallait. Et enfin c'était une formidable lecture. Cette série reste parmi, je pense, mes incontournables en fantasy. Je ne peux que vous la recommander si vous ne l'avez pas encore découverte. Ce n'est clairement pas les derniers Brandon Sanderson que je lis, c'était les premiers, mais ça va m'ouvrir, je pense, à une liste de possibles infinie puisque ce monsieur est extraordinairement prolixe. Mais du coup, j'ai de quoi faire et je suis absolument ravie. Ensuite, un autre tome 3, mais qui n'est pas une fin de saga et qui est résolument plus jeunesse que Fils des Brumes. Shikanoko, le tome 3, donc l'empereur invisible de Liane Herne, qui est l'autrice d'ailleurs du clan des Otori. C'est le 3e tome sur 4 de cette série, ce qui veut dire que je vais peut-être réussir à la finir incessamment sous peu, ce serait extrêmement chouette. C'est une série que j'apprécie beaucoup dans un univers que j'aime énormément. Le clan des Otori, c'est parmi mes séries d'enfance un petit peu chouchou, doudou. Et j'ai moins ce côté nostalgie avec cette série, mais j'apprécie toujours autant le style de l'autrice et l'ambiance un petit peu mystérieuse, onirique, dans cette espèce de Japon féodal avec tous les mythes, toute la mythologie, tous les êtres un peu surnaturels qui le peuplent, ça mélangé un peu aux intrigues du pouvoir impérial et des révoltes et de ses héritiers qui sont un petit peu ballottés parce que la politique fait que. J'ai d'autant plus apprécié ce tome 3 qu'on commence à voir dans ce tome comment cette série s'inscrit en fait dans l'univers du clan des Otori et qu'est-ce qu'elle va engendrer pour la suite, et notamment on découvre les origines de la tribu qui est un peu pièce centrale de la série du clan des Otori et que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement mystérieuse, et c'est vraiment une entité que j'apprécie particulièrement, et voir un peu comment finalement elle est née dans ce tome, c'était très intéressant, ça m'a énormément plu. J'ai apprécié suivre les personnages, même si encore une fois ma lecture du 2e tome remontait un petit peu trop pour que j'arrive à bien m'imprégner de tout au début. On commence également ce récit par un rappel des tomes précédents, donc encore une fois, merci pour le poisson rouge que je suis. Alors le poisson rouge, quand ça fait des années que les tomes ont été lus, c'est un petit peu difficile quand même. Vraiment, il faut que je lise le 4e tome rapidement parce que c'est pas possible. J'ai pas envie de laisser traîner ce truc trop longtemps. En plus, à chaque fois, c'est des super lectures, c'est très plaisant. Donc, faut arrêter de tourner autour du pot. 307 ans. C'est une lecture qui est assez contemplative, je dirais, pour une littérature jeunesse, d'autant plus puisque il y a pas mal de passages où il y a pas tant d'action que ça. C'est plutôt dans l'ambiance un peu mystique, mystérieuse que ça se joue, et c'était très agréable. Encore une fois, j'aime beaucoup le style de l'autrice. Encore une fois, j'aime beaucoup la galerie de personnages qu'elle dépeint, la mythologie, l'univers qu'elle raconte. C'est en plus fait dans une temporalité qui est un petit peu floue, où des fois les choses se succèdent et on sait pas trop où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, donc ça rajouter un petit peu ce côté flou, cotonneux, mystique. Je trouve que c'était assez bien géré. J'ai beaucoup apprécié également, et c'est assez rare dans un roman jeunesse je trouve, qu'on parle du fait que à cette époque, les hommes avaient aussi des relations homosexuelles, et c'est à aucun moment tabou dans le récit, c'est à aucun moment décrié ou dit comme bizarre, pas du tout, c'est juste comme ça et c'est tout. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chouette, et en plus d'autant plus réaliste, hein, clairement. Donc franchement hyper cool. En termes d'amour et de sexualité, il n'y a pas de distinction entre les relations avec les deux sexes, et ça c'est juste hyper chouette, et ça devrait être plus souvent comme ça, d'autant plus dans les bouquins jeunesse. C'était intéressant aussi en termes d'intrigue politique, surtout sur la 2e partie je dirais du récit, où on voit un peu comment ça va arriver au 4e et dernier tome à la fin, et où tout ça va se mêler. Et voilà, encore une fois, j'ai très hâte de lire la suite et la fin de cette série, et je
me le dis à moi-même, je ne le ferai pas attendre encore 307 ans. Encore un changement de tranche d'âge, mais cette fois-ci plutôt en young adult, avec Le Trône des Sept Îles de Adeline Grace, qui est publié aux éditions de Saxius, dans une édition, encore une fois, comme toujours, extrêmement jolie, qui brille, qui est formidable. Je voulais lire ce premier tome avant la sortie annoncée du deuxième, savoir si, oui ou non, je continuais la série ou pas. Je me suis plongée dedans avec pas mal de plaisir initialement parce que le personnage principal était intéressant, il y avait une espèce de quête d'indépendance, c'est une princesse mais qui voudrait un peu sortir du carcan dans lequel on l'a enfermée et découvrir le monde par elle-même et se faire sa propre idée et essayer de gérer les choses comme elle l'entend et d'essayer de faire bien comme elle voudrait, etc. Et c'était assez intéressant. Alors, voilà, il y a cette question du refus du mariage arrangé, voilà, des choses intéressantes. Il y avait un système de magie aussi très intéressant, un univers, une mythologie développée, vraiment très chouette, assez impitoyable, assez dark par certains aspects, avec cette question des ossements quand même qui était assez présente. Un début qui faisait extrêmement envie avec cette cérémonie avortée, ratée, assez spectaculaire, ce regard des autres qui pèse et toute cette remise en question sur le fait d'être normale, d'être assez bien pour être princesse. Toutes ces choses qui étaient vraiment très très intéressantes. Encore une fois, la culture, l'univers, les vêtements étaient aussi très très chouettes. Pas mal d'ornements aussi qui étaient bien décrits et qui faisaient vraiment très très intéressant dans l'univers. Et puis à partir d'une centaine de pages, je pense, il y a voilà, la rencontre entre vraiment les deux personnages de la romantécie, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et c'est là où j'ai un peu déchanté, je pense, parce que j'ai eu du mal à trouver une alchimie entre ces deux personnages, d'autant que vraiment le personnage masculin, je l'ai trouvé pas forcément très très agréable, très très aimable à suivre, et donc j'avais vraiment du mal à comprendre l'attachement qui pourrait se nouer entre ces deux personnages. Et plus ça allait, moins ça le faisait en fait. Et c'est là où je pense ça a commencé à être beaucoup plus young adulte que initialement, avec toutes ces relations un petit peu je t'aime moi non plus, cette pseudo triangle amoureux qui l'est pas vraiment mais qui a un peu ce côté là quand même. Voilà, beaucoup de choses qui m'ont fait dire que enfin qui m'ont rendu la lecture un peu plus laborieuse, même si j'appréciais toujours autant le système de magie, l'univers, etc. Comme c'était plus ce qui portait l'histoire, et ben c'était beaucoup plus difficile d'y trouver mon compte finalement. Alors je l'ai lu, ça se lisait très très bien quand même, c'était assez fluide, mais j'ai été pas mal dérangée dans ma lecture par tous ces aspects-là. Il y avait aussi parfois quelques manques de cohérence d'un paragraphe à l'autre, avec des choses qui m'ont un petit peu fait sortir de ma lecture aussi à certains moments. Il y a encore une fois des choses intéressantes, hein. Notamment il y a la représentation des règles dans une séquence que j'ai trouvée vraiment extrêmement chouette et trop rare en fantasy, voilà, d'avoir cette représentation de la menstruation et de comment ça peut impacter parfois des situations. C'était vraiment extrêmement bien trouvé, beaucoup de choses qui ont été plutôt bien développées, mais c'est ce côté vraiment extrêmement YA, extrêmement jeune adulte, des personnages et des relations qui m'a été extrêmement difficile à suivre et du coup qui, je trouvais, amoindrissait les autres enjeux, puisque ça tournait beaucoup autour de ces relations de personnages et que le reste paraissait plutôt en arrière-plan, alors que c'était quand même au départ le truc principal de l'histoire, et ça rendait en plus le personnage féminin un peu moins agréable à suivre aussi, puisqu'elle était encore une fois très tournée sur cet aspect-là de relationnel, etc. Donc voilà, c'est des choses que j'ai eu un petit peu de mal à apprécier. En plus, voilà, je pense que je l'ai lu un petit peu de façon décousue, donc avec un petit peu de fatigue, donc peut-être pas dans les meilleures conditions non plus pour l'apprécier à sa juste valeur. Il y avait des passages vraiment sympas, comme je vous disais, où il y avait des bonnes idées, où même parfois je croyais à la relation et puis en fait juste après il se passait quelque chose qui me faisait sortir du récit, donc c'était un petit peu dommage malheureusement. Une lecture un petit peu en demi-teinte, un petit peu en dents de scie même, je dirais. Des difficultés à suivre les actions et la logique parfois qui encore une fois me bloquaient dans ma lecture. Il y a un gros trigger warning dans les relations abusives qui n'est pas dit je crois, mais qui est quand même important je pense à souligner. Il y avait vraiment une partie historique un petit peu mise en abîme que j'ai trouvé encore une fois très très intéressante, mais trop de points négatifs probablement et un ressenti global du livre trop en demi-teinte pour que je continue avec plaisir, d'autant plus avec voilà le prix des deux Saxius et puis le fait qu'il y en ait beaucoup, etc. Je préfère me concentrer sur des choses qui me plaisent véritablement, donc je n'irai pas à la suite de cette série. Je suis même pas sûre de conserver ce premier tome. Après je pense pas qu'il soit mauvais en soi, je pense que voilà, il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée dans ma lecture et qui m'ont fait sortir, mais peut-être que si je l'avais lu à d'autres moments ça serait mieux passé.
Je trouve aussi que peut-être il est un peu trop young adult pour moi à l'heure actuelle et que c'est aussi un style avec lequel j'ai de plus en plus de mal. Il faut vraiment que ce soit bien fait pour que j'apprécie. Et là, il y avait trop de choses qui étaient un petit peu compliquées. Mais si vous intéresse, je pense ne pas le garder, donc peut-être que faire un concours ou je ne sais quoi. Dites-moi si vous êtes intéressés et j'essaierai de voir si je peux organiser ça. Et on va enfin passer au tant attendu et tant teasé lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Même si, comme je le disais, les lectures que je vous ai présentées juste avant pouvaient très bien y rentrer sans problème. La première lecture du Pumpkin Autumn Challenge a été une excellente découverte d'une saga qu'on voit passer absolument partout depuis qu'elle a été annoncée et qu'elle est sortie et qu'elle est finie. Blackwater de Michael McDowell, donc le tome 1, La Crue, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, dans les magnifiques éditions Monsieur Toussaint Louverture, devrais-je dire. Franchement, c'est un plaisir pour les yeux, en termes de confort de lecture également. Je les ai trouvés vraiment extrêmement chouettes, très agréables. C'est un petit poche, mais qui est très confortable à lire, très pratique à emmener partout. Vraiment, c'est un sans faute sur le format et l'histoire était extrêmement chouette également. J'ai beaucoup apprécié le style d'écriture qui fait assez vieillot, mais qui a pas mal vieilli pour le coup. C'est un peu contradictoire, mais voilà, qui je trouve voilà, se lit encore très bien à l'heure actuelle. On est dans cette Amérique en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, dans cette petite ville de province avec vraiment l'ambiance petite ville, cancan, etc. où l'apport l'économique principal vient des scieries et il y a, comme le titre l'indique, une crue qui va un peu tout bouleverser et redistribuer pas mal de choses, et on suit un petit peu l'évolution et ce que ça va entraîner, notamment avec l'arrivée d'une personne assez mystérieuse dans cette ville. Et vraiment, c'était à la fois très réaliste par le côté voilà Amérique, Syrie, côté un peu historique, etc. Et il y avait un petit côté spooky, un petit côté fantastique, avec une ambiance aussi extrêmement sombre, un peu dark, qui était juste trop chouette à suivre, qui convient parfaitement à la période. Et vraiment j'ai envie de dévorer cette série pour l'automne et autour du Pumpkin Autumn Challenge, tout ça, parce que je pense que c'est juste la saison parfaite pour la lire. J'ai beaucoup apprécié le ton de l'auteur qui est un petit peu décalé, un petit peu pince sans rire, et voilà, son traitement des personnages aussi qui était vraiment extrêmement cool. Donc on finit sur un petit suspense qui donne extrêmement envie de connaître la suite, et vraiment je pense que je vais pas attendre très longtemps pour me jeter sur le tome 2 qui d'ailleurs fait partie de mes dernières acquisitions. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, je pense, assez vite, mais je vais pas les laisser attendre très longtemps. Et le dernier livre de cette vidéo, alors c'est bien parce qu'on continue à alterner le young adult et l'adulte, c'est toujours une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, Witchfall de Amber Argyle, donc aux éditions de Lumen, qui est plus ou moins le troisième et dernier tome de la série Witchong. Je dis plus ou moins puisque en fait les deux premiers tomes constituent une duologie et celui-là est plutôt un préquel de cette duologie. C'est du coup pas franchement un tome 3, mais je voulais le lire pour avoir fini la série entre guillemets, donc je suis extrêmement contente d'une part d'avoir réussi à faire ça. C'était très bien que ce soit un préquel parce que, comme pour toutes les suites que je vous ai présentées dans cette vidéo, décidément, la lecture des deux premiers tomes remonte malheureusement à beaucoup trop d'années pour que mes souvenirs en soient tout à fait fidèles. Du coup, le fait que ce se passe bien avant, c'était plutôt pas mal. Et puis du coup, ça m'a permis de me remettre un peu dans l'univers, etc. et de comprendre où est-ce qu'on en était en termes de timeline. Donc c'était intéressant. Le début était très mystérieux puisqu'on était plutôt dans un contexte de fantaisie un petit peu asiatique avec un espèce d'empire insulaire qui pourrait s'inspirer en termes de cour impériale de la Chine, je dirais, avec cette espèce de harem, cet empereur qui régit tout ça. Et c'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé le côté un peu intrigue politique de cour, les intrigues dans le harem également, le fait que donc le personnage principal, le féminin, donc Lilette, soit promise au fils de l'empereur, donc destinée à être initialement une concubine, et ça c'était vraiment extrêmement intéressant. Globalement, la première partie du livre m'a vraiment énormément plu pour ces aspects-là. C'était plus ou moins une romantécie, mais voilà, dans ce côté un petit peu, encore une fois, d'inspiration chinoise comme ça, qui était
hyper intéressant, avec une culture, toujours des vêtements, des architectures assez bien développées. Et puis à partir de la deuxième partie, on change d'endroit et c'est, je pense, le moment où c'est un petit peu, où ça l'a plus fait pour moi en fait finalement, parce que et puis c'est un peu dommage parce que c'est là où on se rapprochait de ce qui était finalement le passé de Wuchang, et où on expliquait un peu comment tout ça était venu à être, et donc on raccrochait avec le royaume des sorcières, etc. Et ouais, c'est le moment où, encore une fois, comme pour le trône de cette île, c'est devenu beaucoup plus jeune adulte, avec des histoires d'amour un petit peu gnangnan parfois, des personnages qui sont pas toujours extrêmement sympas à suivre parce que parfois un peu insupportables, avec des réactions qui sont pas toujours extrêmement claires, et puis ouais, une ambiance un peu moins développée en plus, beaucoup plus de longueur, des changements de situation qui sont pas non plus extrêmement clairs, enfin une deuxième partie plus brouillon globalement j'ai trouvé, moins aboutie, moins politique, moins intrigue, plus dans une espèce d'action ou de non-action globale qui était moins intéressante, moins ce que je recherchais. Et après la première partie qui m'a plutôt enthousiasmée, voilà, j'ai eu plus de mal à me plonger dans ces enjeux-là. D'autant qu'en plus tout ça fait peser des attentes assez irréalistes globalement sur le personnage principal qui est jeune, vient pas du même monde, etc. Et à tout ça qui lui retombe dessus. Et c'est pareil, c'était pas extrêmement agréable de la voir subir tout ça et de trouver ça normal en plus, alors que pas du tout. Enfin, vraiment, il y avait tout un côté que j'avais un peu du mal à suivre, et à aucun moment c'était décrié le fait que tout le monde lui demande énormément de choses, alors que elle vient juste de débarquer, quoi. Et ouais, ça aussi, ça m'a un peu posé problème, et c'est un problème assez récurrent en young adult globalement, je trouve, où vraiment les personnages sont un petit peu mis sur un piédestal et ont pas le droit à l'erreur du tout. Et voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, et même, je dirais, dommageable pour un lectorat qui est souvent encore assez jeune quand même. C'est des choses qui m'ont un peu posé problème. Pareil, il y a une espèce d'agression sexuelle avec un ver drogué qui est décrié mais finalement peu traitée, et alors qu'elle aurait pu être extrêmement intéressante également en termes de consentement, tout ça. Et en fait c'est pas un sujet, c'est juste une excuse pour avancer la suite, et du coup c'était aussi dommage parce que il manque quelque chose. En fait il y a plein de moments où ça aurait pu être l'occasion de parler de vrais trucs, et où ça a été juste l'excuse pour faire avancer l'histoire, et c'était un petit peu dommage aussi. Encore une fois, j'ai vraiment adoré la première partie et beaucoup moins la deuxième partie. Trop de lacunes et de défauts de young adult à mon sens, et je pense que c'est aussi parce que je suis un public moins indulgent que je ne pouvais l'être à une certaine époque. Probablement que quand j'ai lu Wuchang il y a quelques années, j'étais déjà plus indulgente, mais voilà, à mon sens là il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Après c'est pareil, c'est un livre qui date maintenant de plus de 10 ans, de 11 ans. Ça peut aussi expliquer que je lui trouve des défauts que potentiellement il y a 10 ans je ne lui aurais pas trouvé, mais c'est aussi mon expérience de lectrice qui a changé, et voilà, il y a des choses qui sont plus difficiles à cautionner pour moi maintenant. C'est pas un mauvais livre, encore une fois, je vous dirai jamais de toute façon qu'un livre est absolument mauvais, et je pense que chacun peut y trouver des choses intéressantes, et vraiment il y avait des choses intéressantes dans ce récit. C'est juste que pour moi il y avait trop d'occasions manquées, trop de choses, trop young adulte. Mais encore une fois, je le dis maintenant avec mon recul actuel, si vous lisez pas beaucoup de fantasy, si vous lisez pas beaucoup de young adulte, ou si vous êtes encore jeune dans ces lectures, ça peut être une excellente lecture pour vous, parce qu'il y a de très bonnes choses, mais pour moi avec mon bagage actuel, voilà, il y avait trop de pas assez, et c'est dommage, mais en même temps je suis contente d'avoir fini cette série. Je suis contente d'avoir retrouvé l'univers, même si c'est en demi-teinte, et c'est une série pour laquelle globalement j'ai une bonne vision d'ensemble. C'est juste que peut-être j'ai attendu trop longtemps pour la finir. Et voilà, c'en est tout pour mes dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je tenais à vous remercier énormément, puisque on a aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo et où je vais la poster parce que je suis un peu à la bourre, atteint et peut-être dépassé les 600 abonnés sur cette chaîne. Donc merci. Je vais pas le dire 600 fois, mais je le pense. Je l'ai déjà répété à de nombreuses reprises, mais ouais, vraiment je réalise pas du tout ce que ça fait 600 personnes, donc je serais bien incapable de
vous visualiser tous, mais je suis vraiment absolument ravie d'avoir ces échanges qui continuent avec vous, voilà, en commentaire, sous les vidéos, sur Instagram, etc. Je vous avais dit que j'avais des choses en préparation un petit peu pour les 500 abonnés. Là, c'est un petit peu compliqué en termes de planning en ce moment pour faire les choses comme j'aimerais le faire et bien les faire. Donc pour l'instant, je ne vous promets rien en termes de date parce que voilà, je veux avoir le temps de bien faire les choses. Mais les vidéos sont toujours en préparation. Elles vont finir par arriver. Peut-être que si ça continue comme ça, elles arriveront pour les 700 abonnés, mais elles arriveront. Et voilà, je tenais juste encore une fois à vous remercier pour tous vos retours et tout ça. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et que voilà, ce que je vous raconte plaît. C'est vraiment trop chouette. Donc merci beaucoup pour ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains livres que j'ai présentés en vidéo vous tentent ou si vous en avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, etc. Ou à me parler de vos dernières lectures également. Ça m'intéresse toujours quand vous faites de belles découvertes, qu'on partage un petit peu autour de ça également. Et moi, je vous souhaite, comme toujours, d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.